Ok. Voilà, donc moi je m'appelle Éric Leledi, je travaille chez GRDF, je suis responsable de la cellule efficacité énergétique sur Centre-Ouest et je serai accompagné pour cette présentation par Bruno Henry, qui se présentera après, de la société Atlantique, et de David Pechloch de la société Myers, qui est le bureau d'études qui a travaillé sur le projet, enfin sur le programme qu'on verra en exemple après. L'idée, c'est de vous parler d'hybridation, hybridation au sens large et plutôt au sens après du bâtiment. Sur le bâtiment, on va regarder un peu quel intérêt, mais vous voyez dans le titre, l'intérêt il est également lié à l'optimisation des investissements. On va regarder le mix énergétique, donc à l'échelle de la France et des systèmes, comme je viens de vous le dire, l'offre d'Atlantique, qui est présent pour pouvoir accéder à ces offres d'hybridation, et puis un REX présenté par David sur un programme en collectif. Tout d'abord, pour parler de l'hybridation, il faut avoir une notion du mix énergétique en France. Vous voyez ici un graphe qui illustre un appel de puissance à 8 h du matin, un matin d'hiver. On voit en bleu, à peu près ici, le maximum de puissance délivrée par le réseau EDF, qui en France est à peu près de 100 gigawatts. On voit que ce matin-là, à 8 h du matin, on a 85 gigawatts de puissance appelée et à peu près 105 gigawatts de puissance fournie par le réseau gaz. Les 105 gigawatts fournis par le réseau gaz ne sont pas de l'énergie gaz pour produire de l'électricité, mais du gaz qui est directement dans les chaudières, dans les process, dans les fours de boulangerie. Et on voit effectivement après qu'il y a d'autres appels de puissance liés au bois, au réseau de chaleur. On se dit que supprimer une des deux énergies, une des 4 énergies, ça paraît difficilement probable. Aujourd'hui, le mix énergétique est bien indispensable en France. On ne peut pas se passer d'une ou d'autre ou d'une autre énergie. On le voit bien, les puissances appelées sont tellement importantes. Parallèlement à ça, depuis les années 70, le seul usage qui augmente continuellement, c'est l'usage derrière la prise de courant. C'est ce qu'on appelle dans les calculs l'énergie spécifique. Pour ceux qui ont fait un petit peu de calcul dans le cadre de plus c'est moins, l'expérimentation qui a précédé la Euro 2020, eh bien on embarquait 70 kWh par mètre carré par an d'électricité d'usage spécifique. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est supérieur aux 50 kWh par mètre carré par an qui sont demandés sur les seuils chauffage et eau chaude sanitaire. Donc on se rend compte que l'électricité spécifique prend une part de plus en plus importante. Là, on est sur un graphe qui date de 2013. Quand on regarde ce qui se passe après, on imagine que tout le monde, et on le sait hein, aujourd'hui, tout le monde a 1 ou 2 smartphones, X PC, tout le monde a une box, et bientôt les voitures électriques vont commencer effectivement à appeler pas mal d'électricité, parfois au même moment, sans doute le soir, derrière la prise de courant. Donc on se dit que le réseau électrique va être en tension, il l'est déjà en hiver, hein, on l'a vu l'hiver dernier, il va être de plus en plus en tension. En même temps, on constate, et nous on est bien placés pour le savoir, effectivement que le réseau gaz est plutôt présent, puissant, il répond sans stress à la demande énergétique, puisqu'aujourd'hui on a 4 terminaux méthaniers, un 5e est en cours de mise en service, on a 6 points d'interconnexion avec différents pays et 13 au stockage. Vous voyez que la capacité de stockage qui est en train de se remplir en ce moment, hein, parce qu'on a arrêté de puiser dedans depuis un moment, et on a rempli nos stockages. Le stockage est quasiment complet en France, les 13 de stockage représentent 103 gigawatts. Vous vous rappelez tout à l'heure de la puissance électrique maximum couverte en France, c'est 100 gigawatts. Donc ça donne un intérêt, enfin ça montre un peu l'intérêt du mix énergétique en France et de ne pas se passer de l'une ou l'autre énergie. Maintenant, si on descend à l'échelle d'un bâtiment, quand on veut parler d'hybridation, c'est-à-dire le mix énergétique à l'échelle du bâtiment, c'est quoi? C'est quoi le principe? Eh bien, c'est d'avoir un ballon d'énergie qui sera gonflé en température par un générateur. Alors en base, on aura soit du solaire thermique, soit de la PAC. Le plus souvent, ce sera de la PAC, ou pourquoi pas une chaudière bois. On a des programmes en chaudière bois qui viendront alimenter donc ce ballon d'énergie qui servira à l'eau chaude sanitaire et au chauffage. Et puis, en appoint et en secours total, on le verra après, une chaudière gaz collective pour un système collectif. Hein, ça marche aussi, on a aussi des systèmes individuels, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui.
qui viendra en appoint et en secours. Et on verra pourquoi en secours, hein. Bon, je vous le dis tout de suite, parce que la chaudière gaz, c'est une solution, vous le savez, low-tech, low-cost. Quand on fait un appoint, pour le même prix, on peut se payer quasiment un secours en mettant un peu plus de puissance. On le verra après. Et nous, on fait le pari, l'ADEME a validé notre projet 100% gaz vert, qu'en 2050, on pourra utiliser le gaz vert dans les réseaux, puisqu'on aura assez de gaz vert dans nos réseaux décarbonés, pour se passer, et pour passer les seuils 2025, et pour avoir directement des générateurs alimentés en gaz. On le verra après également. Alors, une autre façon de présenter l'hybridation des systèmes, c'est en regardant une monotonne de chauffe. Là, ici, on a un exemple avec un client qui aurait besoin de 240 kW. Vous savez qu'on dimensionne la puissance par rapport à la température extérieure de base. Par exemple, moins 5 degrés, on les a très rarement. Donc, on va dimensionner 240 kW à moins 5 degrés, mais on se rend compte que finalement, si on installe 80 kW, c'est-à-dire 33% de la puissance, on va couvrir 84% du besoin. 84% du besoin, c'est énorme, en installant seulement un tiers de la puissance. Et quand on regarde le coût des générateurs, le coût d'une PAC par rapport au coût d'une chaudière, une PAC, c'est à peu près l'ordre de grandeur, à peu près 5 fois plus élevé. Donc la bonne idée, c'est quoi pour optimiser ces investissements? C'est de se dire, installons une PAC en base et faisons le complément avec la chaudière. Et comme je vous disais tout à l'heure, comme la chaudière, c'est une technologie plutôt low cost, à partir du moment où on a la panoplie hydraulique, le conduit de fumée, qu'on ait 70 kW ou 120 kW sur une chaudière, le lot va pas changer. Enfin, l'investissement ne sera pas bousculé de beaucoup. Quand on regarde un petit peu maintenant la régulation, parce que le nerf de la guerre sur l'hybridation, quand on a un système PAC en base et une chaudière en relève et en secours, il faut les faire fonctionner ensemble. Le nerf de la guerre, c'est la régulation. La régulation, aujourd'hui, on peut la faire un peu plus intelligente que on-off. Ce n'est pas seulement de la relève ou de l'appoint, c'est aussi de la bivalence. C'est-à-dire que la régulation va regarder en embarquant la matrice de COP de la PAC et la matrice de rendement de la chaudière, en fonction de la température extérieure, quel est le générateur le plus pertinent à faire fonctionner. On aura, vous le voyez ici, une partie bivalence, où les deux générateurs vont fonctionner en même temps, et puis quand il fera très froid, on aura plutôt la chaudière qui viendra fonctionner elle-même, toute seule, ou quand il y aura besoin de beaucoup d'eau chaude sanitaire, c'est la chaudière qui fonctionnera. Parce qu'on aura une meilleure performance ou un appel de puissance plus important pour couvrir le besoin d'eau chaude sanitaire s'il est nécessaire. Et puis quand il fait doux, évidemment, c'est la PAC qui fonctionne parce que c'est elle qui aura le meilleur rendement. Une autre façon de fonctionner en régulation, c'est celle qui commence à arriver chez les fabricants, c'est d'embarquer également une notion de prix de l'énergie. C'est-à-dire qu'on a la notion de performance par rapport au rendement de l'équipement, à la température extérieure, mais également par rapport au prix de l'énergie. Il suffira de rentrer, et ça existe déjà dans des machines individuelles, des petites pompes à chaleur hybrides gaz individuelles, on rentre le prix de l'énergie, et la machine vient switcher en fonction de la performance et du prix de l'énergie. On voit sur l'offre aujourd'hui collective, de pompes à chaleur hybride gaz collective, que l'ensemble des fabricants se sont mis sur les rangs. Il y a un enjeu assez important. Aujourd'hui, on voit que c'est un système qui permet de passer les seuils RE 2025 de la RE 2020 en optimisant vraiment les investissements. Donc, voilà, aujourd'hui, on présente avec Atlantic, qui effectivement a une longueur d'avance par rapport à ce procédé, ainsi que, je vais trop vite, voilà, ainsi que des gens comme Vaillant, De Dietrich, Dekin, Oval, Wiesmann, Elco, Bosch. Et dernièrement, on fait une opération avec Weishaupt sur un collectif existant avec un bailleur social. Donc tous les fabricants, c'est pas compliqué, un fabricant qui a une pompe à chaleur, enfin qui sait fabriquer de la pompe à chaleur, qui sait fabriquer de la chaudière gaz et qui s'intéresse un peu à la régulation, saura fabriquer un système hybride. Mais on voit qu'il y a des fabricants qui sont un peu plus en avance que d'autres, notamment sur la régulation. Il y a des gens qui s'intéressent, qui développent effectivement la bascule sur l'énergie primaire ou sur le prix des énergies. Et pourquoi pas en dynamique, c'est en développement également chez les fabricants. En dynamique, c'est quoi? C'est d'aller chercher sur une base de prix instantané,
en direct le prix de l'énergie pour éviter que l'exploitant ait à rentrer le prix de l'énergie dans la régulation toutes les semaines. Hein, c'est ce qui est fastidieux, et quand on connaît un peu le monde de l'exploitation, on sait que ce sera difficilement réalisable, donc il faut aller chercher des systèmes effectivement plus dynamiques. Voilà, donc là, vous avez le schéma hydraulique de l'EFIPAC à point gaz proposé par Atlantique. Hein, Bruno en parlera mieux que moi tout à l'heure. Hein, vous voyez que finalement, c'est quoi? C'est une chaufferie classique, c'est-à-dire la chaudière avec son ballon ECS, la panoplie ECS, qui vient attaquer d'un côté un réseau radiateur, et la panoplie hydraulique vient attaquer le réseau eau chaude sanitaire. Et puis on a les deux petites packs, hein, l'une qui s'occupe du chauffage, du préchauffage de l'eau chaude sanitaire, et l'autre du préchauffage, du chauffage, de la base en chauffage, et le complément est fait par la chaudière. Cette slide, elle sert à quoi? Elle sert à montrer que à Bbio égale Bbiomax, hein, pour que ceux qui connaissent les termes de l'ARE, c'est-à-dire en mettant le niveau d'isolation minimum demandé en RE 2020, on arrive avec ce procédé à un DPE-A. DPE-A, c'est-à-dire qu'on a des seuils carbone dans l'IC énergie performant et un CEP également performant. Et puis quand on fait de la réno, on l'a testé avec le bureau d'études Pouget qui est dans la salle, hein, que j'ai vu tout à l'heure. Eh bien, on arrive en DPE-B. C'est-à-dire que quand on fait une réno BBC sur un bâtiment existant, on arrive à une performance en réno BBC avec un système hybride, eh bien on arrive à atteindre l'étiquette B du DPE, ce qui est demandé aujourd'hui principalement par les bailleurs. Et en existence, c'est pas compliqué, il suffit de rajouter une PAC et une régulation quand on a une chaudière. Côté investissement, puisque c'est un peu le nerf de la guerre de la présentation, comment ça se présente? Alors on a regardé deux cas de figure, un bâtiment de type R+2 de 18 logements. Alors la zone climatique n'est pas celle de chez nous, mais peu importe. Et puis un R+4 avec 34 logements. Il n'y a pas de surprise systématiquement quand on compare les solutions. La chaufferie collective gaz est moins chère, il y a moins d'équipement, hein, c'est comme je vous disais, low-tech, low-cost. Par contre, elle ne permet pas de passer le seuil RE 2025. On peut encore, jusqu'en 2025, installer des chaufferies gaz ou des chaudières gaz individuelles dans les logements, mais à partir de 2025, les maîtres d'ouvrage ont plutôt eu tendance à regarder les solutions PAC collectives. Et entre les deux, il existe une solution qui s'appelle l'hybride, c'est celle que je viens de vous présenter, et qui finalement coûte moins cher. Alors, moins cher, pourquoi? On a deux équipements, c'est assez paradoxal, alors que chaufferie gaz, il n'y en a qu'une, PAC double service, il n'y en a qu'une. Eh bien, tout simplement parce que les équipements PAC, je vous l'ai montré tout à l'heure sur la monotonne de chauffe, sont sous-dimensionnés. En installant 30% de la puissance avec un équipement 5 fois moins cher qu'une chaudière, eh bien, 5 fois plus cher qu'une chaudière, pardon, on vient couvrir 80% du besoin. Donc on a optimisé les investissements et on a fait 80% du taf au niveau de la couverture. On voit que sur un immeuble de 30 logements, eh bien, une PAC double service ferait souscrire à une copropriété, puisqu'un promoteur livre un bâtiment qui devient après une copropriété, ferait souscrire un tarif jaune, ce qui n'est pas un beau cadeau pour la copropriété, de 64 kVA, qui viendrait plomber un peu les charges, alors que la PAC hybride, qui représente deux petites PAC, elle permettrait de rester en tarif bleu, 16 kVA sur les communs. Ça, c'est très très important. Mine de rien, c'est important. C'est important aussi dans les investissements sur le bâtiment, au niveau des câbles, du transfo, et après au niveau du coût de l'exploitation. Sur l'emprise au sol, c'est impactant également. Une PAC double service pour ce bâtiment de 30 logements, elle prendrait 21 mètres carrés au sol à l'extérieur. La PAC hybride au sol, vous voyez les deux petites PAC que je vous ai montrées tout à l'heure, qui étaient à l'extérieur, sont des PAC de la gamme finalement domestique. Bruno, je ne me trompe pas, on est sur 13-14 kg. Ce sont des PAC qui prennent beaucoup moins de place, vous voyez, 6 mètres carrés. Et au passage, qui sont connus par les exploitants et les installateurs. C'est important ce que je vous dis là, parce que la semaine dernière, j'ai rencontré des gens chez le CISN et qui nous ont dit effectivement avoir des soucis pour l'exploitation d'une PAC collective sur un de leurs immeubles. Parce qu'effectivement, c'est les PAC de plus grosse puissance, on a moins de monde pour les installer, moins de monde pour les maintenir. Là, on est plutôt sur des gammes domestiques que les installateurs qui travaillent classiquement avec nous ont plutôt l'habitude d'installer et de maintenir.
La puissance sonore, c'est extrêmement important aussi. Vous verrez que sur les systèmes, sur les projets de packs collectives, l'impact sonore, c'est une vraie question. Les packs hybrides, en installant beaucoup moins de puissance, vont faire beaucoup moins de bruit. On voit sur ce programme-là de 30 logements qu'on est à 68 dB versus 79 en 100% pack. Et on sait que 3 dB de plus, c'est multiplié par 2 la puissance sonore. Donc c'est pas négligeable. Et puis il y a une notion de poids. Si on les posait en terrasse, en toiture terrasse, 100% pack sur 30 logements, c'est 700 kg de charge. Une pack hybride, avec les deux petits modules, c'est 240 kg. Voilà, sur la partie, on va dire, argumentaire liée à la pack hybride, je serai à votre dispo après pour les questions, j'en ai terminé. Je vais laisser la parole à Bruno, qui va nous parler de cette solution avec le groupe Atlantique. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter la partie. Alors, Eric a en partie dévoilé les principaux arguments de la partie hybride que l'on développe au sein d'Atlantique et qu'on privilégie au sein d'Atlantique. Notre gamme, ça s'appelle l'EFIPAC. Notre produit, ça s'appelle l'EFIPAC. C'est une PAC qui est conçue pour tous les besoins. C'est-à-dire qu'on parle d'ici de la partie hybride, mais avec l'EFIPAC, on est capable aussi de faire du 100% thermo sur notre gamme. Donc on peut faire 100% thermo, on peut faire de l'hybridation uniquement sur le chauffage, c'est possible aussi. L'hybridation également sur la partie ECS, on va le voir aussi avec un schéma un peu spécifique également. C'est une PAC monobloc au R32, donc au total on a 3 châssis différents, 6 puissances. On va commencer à 14-18 kW, c'est ce que disait Eric tout à l'heure. On essaye dans nos solutions hybrides de privilégier ces puissances-là pour les raisons dont parlait Eric, la maintenance, la place au sol, le bruit également. On peut monter à 26-32 kW, donc on voit les 3 gabarits, et on a 50-70 kW également. Alors vous ne fiez pas trop au schéma, parce que si vous prenez la PAC de 50 et 70 kW, ce sont des packs qui font quand même 2 mètres de largeur sur 2 mètres de hauteur, et pratiquement à 1 mètre de profondeur. Donc c'est pour ça que l'implantation des packs, quand on est au 100% pack, est très importante, à la fois au niveau de la taille, mais également au niveau du poids et du bruit. Donc c'est pour ça qu'on privilégie, nous, des solutions avec les petites packs de 14 et 18 kW, qui vont couvrir un besoin à peu près de, on va dire 20% en ce qui concerne le chauffage, et jusqu'à 40% en ce qui concerne le CS. Sur la puissance, 20% des puissances. Voilà le schéma type que l'on propose. Donc on a bien l'unité extérieure EFIPAC, la régulation qui est systématiquement fournie avec, elle est complètement autonome. Dans nos schémas, la partie hybridation et la partie PAC sera complètement autonome, avec sa propre régulation sur sa sonde extérieure. Le ballon d'appoint, forcément, fourni avec. Là, on est sur une solution 100% PAC. Si j'avais pris la solution hybridation, on aurait de ce côté-là la partie à point gaz. Le même schéma, donc on retrouve l'unité extérieure avec le système de régulation T3100, avec le ballon primaire. Le même schéma, mais avec l'hybridation sur l'ECS. Là, on voit bien toujours mon EFIPAC, donc avec un ballon de préchauffage, un rubis, un échangeur à plaques, et les ballons d'appoint, là on en a représenté 2, mais la plupart du temps on n'en a qu'un seul, avec le ballon d'appoint qui lui sera alimenté par la chaudière gaz. Voilà l'hybridation telle que l'on le conçoit chez nous. Donc l'EFIPAC, c'est une PAC monobloc, je le disais, destinée au chauffage, principalement, mais on s'en sert aussi de cet EFIPAC pour pouvoir faire de l'eau chaude sanitaire en appoint, pour faire de l'appoint sur l'eau chaude sanitaire. Alors, vous voyez globalement ce que ça peut donner sur un schéma. Donc on retrouve ma PAC située en bas. Ah non, je reviens ici. Voilà, la PAC qui est située ici et qui va, elle, faire par son ballon la partie chauffage. On retrouve ici du côté droit ma chaufferie classique. Je retrouve mes chaudières qui va alimenter mon ballon serpentin ici, en haut, et qui va alimenter mes réseaux radiateurs. Ça, c'est la partie classique chaufferie.
tel que l'on connaît et que l'on fait régulièrement. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? C'est les réseaux radiateurs, au lieu de retourner directement vers les chaudières, vont d'abord passer par le ballon primaire, le ballon qui se situe derrière la PAC, avant de revenir vers les chaudières. Donc on bénéficie comme ça, toute l'année, de la puissance de la PAC. Pour la partie ECS, on fait la même chose. Vous avez le ballon qui est alimenté par les chaudières, et la PAC qui se situe en partie haute là-bas, qui va, elle, faire du préchauffage dans un ballon primaire, on va dire, avant d'attaquer de nouveau le ballon préparateur. Donc c'est une solution qui permet, comme le disait Eric, de minimiser la taille des packs. Donc on fait le calcul de façon à essayer de se retrouver sur des packs de 14-18 kW pour la plupart des projets, pour essayer de minimiser justement cet impact à la fois au niveau du bruit, à la fois au niveau du poids, à la fois au niveau de l'emplacement des packs. Et c'est une solution qui passe au niveau de la RE2020. Voilà. Donc, EFIPAC chauffage hybride à point gaz, Hydramax EFIPAC, c'est le nom qu'on attribue quand on fait de la PAC ECS thermodynamique avec à point gaz. Et voilà le schéma dont parlait Eric tout à l'heure. On voit bien qu'on a la PAC de gauche qui est dédiée à l'eau chaude sanitaire, avec chacun ces deux ballons primaires. C'est des ballons de 100 litres. Hein. La plupart du temps, les deux petits ballons, c'est des ballons de 100 litres. Avec son échangeur à plaques, le ballon de stockage, et on retrouve la partie chaudière classique, chaufferie classique, chaudière gaz, le ballon préparateur à gauche. Donc c'est une sécurité, comme le disait Eric aussi, c'est une sécurité au niveau des usages, donc des bonnes performances également, même avec des petites packs de 14 et 18 kW, et surtout un investissement moindre du coup, parce qu'on ne va pas mettre des packs relativement élevés. Ah, c'est pas le... Voilà. Je vais laisser la parole. Merci. Bonjour à tous, David Pechloch, Meyers. Je vais vous présenter un cas concret, on va dire, sur un projet où le maître d'ouvrage est le groupe Réalité, l'architecte Couronnec Allaire qui est basé à Saint-Malo, et Bureau d'études, donc Meyers, où on assure les missions fluide, environnement et économie de la construction sur l'opération. Ce que je vous présente, c'est un stade d'avancement APD aujourd'hui, puisque les études pro du projet sont en cours. On est sur un logement collectif, un projet de 39 logements, mais je vais plutôt m'attarder sur la partie collective. On a 35 logements collectifs. On est basé à Saint-Malo, donc en zone H2A. On a des poteaux poutres béton pour la structure, façade en maçonnerie et attique en ossature bois. On est isolé sous chape, on a une ITI de 120 mm, donc ça permet de traiter pas mal de ponts thermiques et globalement d'assurer une bonne performance d'enveloppe sur cette opération. On a aussi une partie en comble perdu où on est allé jusqu'à un R de 10 avec 40 cm de laine de verre. Donc on obtient sur le collectif un BBO autour de moins 20% sur RE 2020. Et globalement une étiquette double A avec le système hybride. À la fois donc c'est en GES et en performance énergétique. Et on atteint donc les seuils RE 25 sur l'IC énergie et sur l'IC construction aussi, avec la matérialité choisie sur le projet. Au niveau des systèmes, donc, comme le disait tout à l'heure Bruno, c'est des puissances de pompe à chaleur relativement faibles. Là, pour un bâtiment de 35 logements collectifs, on a une PAC pour l'OCS de 26 kW, une PAC pour le chauffage de 32 kW. On a un appoint chaudière gaz à condensation de 120 kW qui est capable d'assurer 100% des besoins, à la fois le CS et le chauffage. Et pour les contraintes techniques, on va dire, de positionnement sur le projet, il faut savoir qu'on a tout un parking souterrain qui prend l'intégralité de l'emprise du bâtiment, où on a pu créer un local chaufferie de 25 mètres carrés pour positionner la chaudière. Et on a les deux pompes à chaleur qui prennent chacune 2 mètres carrés, qu'on a positionné en terrasse accessible au R+4. Voilà, et on a des radiateurs eau chaude dans les logements avec des modules CIC et une distribution collective chauffage ECS en gaine intérieur pour les logements avec un bouclage ECS. En termes de résultats, on a comparé en fait le projet hybride avec un projet 100% gaz avec chaudière gaz individuelle pour comparer un petit peu les résultats en termes d'étiquette notamment. Ce qui est intéressant
pour le label Pinel Plus en partie. Avec la chaufferie hybride, on atteint donc, comme je disais, une étiquette AA. Pour les chaudières gaz individuelles, on atteint une étiquette B. La petite astérisque, c'est pour dire qu'on a quand même une performance sur le projet, sur le B-Bio, qui est assez intéressante, et que parfois ça peut arriver d'avoir une étiquette GES C, ce qui entraînerait une étiquette globale C lorsqu'on est en 100% gaz. Pour l'IC Énergie, donc on respecte le seuil RE 2025 qui est à 232. Ouais. Donc voilà, pour vous situer, on est à 427 sur l'IC Énergie en tout gaz, là où le seuil RE 2020 est environ à 500, donc on est non conforme RE 2025, mais on est bien conforme RE 2020 même avec la solution 100% gaz. Pour les consommations, ce que vous voyez là, ce sont des consommations conventionnelles basées sur les résultats RE. Ce n'est pas lié à une stimulation énergétique dynamique ou autre où on aurait pu modifier les scénarios, je tiens à le préciser. Les tarifs utilisés, ce sont les tarifs de cet été, août 2023. On arrive à un coût annuel en exploitation sur l'énergie à 8 500 € pour la chaufferie hybride et à 14 500 pour la chaudière individuelle, en tout gaz. Et en termes de maintenance, bon, on a évalué les coûts de maintenance aussi, et en chaufferie hybride, le fait d'avoir moins de systèmes, on va dire, à entretenir, permet d'avoir un coût annuel moins conséquent que d'avoir 35 chaudières individuelles à entretenir à l'année, en théorie. Ce qui revient en ramenant l'intégralité de ces... alors, je n'ai pas compté aussi les tarifs d'abonnement dans ces calculs. Ce qui revient à environ 300 € par an par logement pour la chaufferie hybride et 560 € pour les chaudières gaz individuelles. En termes d'investissement sur le lot chauffage, ventilation, plomberie, donc tout confondu, avec nos retours d'expérience sur les projets en chaudière gaz individuelle et sur ce projet-là, ramené au logement, on arrive à une plus-value de 2 500 € hors taxe par logement, ce qui n'est pas neutre. Mais voilà pour ce comparatif, j'ai fait à peu près le tour. Pour résumer les avantages et inconvénients de l'hybridation, donc on a, comme je disais, une solution conforme au seuil 2025 éligible Pinel Plus, sous réserve de respecter bien sûr tous les autres aspects exigés dans le label, contraintes de surface, enfin j'en passe. On a une réduction de l'empreinte carbone au global, comme on a pu le voir, par un recours limité du gaz, ce qui permet notamment d'atteindre des niveaux carbone plus intéressants. On a un relais qui est assuré par la chaudière en cas de panne d'une des deux packs, qui est dimensionné pour 100% des besoins, puisque le principal besoin c'est le CS. On a une régulation qui est optimisée pour tirer le meilleur rendement de l'installation en fonction de la température extérieure, si on va faire appel à la chaudière gaz ou aux pompes à chaleur. Et on a une emprise en température terrasse limitée par rapport à du 100% pack, parce qu'on on assure seulement le chauffage. Et puis, oui, voilà. Et puis on a un complément avec le gaz. Et on a... En d'autres avantages par rapport aux chaudières individuelles, on a un conduit de fumée unique à placer sur le projet dans le dessin par rapport à plusieurs conduits 3CP qu'il faudrait placer, ce qui entraîne aussi un gain de place dans le logement par rapport aux chaudières gaz individuelles. Le coût de maintenance réduit en collectif par rapport à une production individuelle. Et globalement, on a des consommations, en tout cas à travers le moteur de calcul aussi, plus basses en hybride par rapport à du 100% gaz, grâce à ces performances. Les inconvénients, création d'un local chaufferie, voilà, en sous-sol ici, les terrasses à trouver pour l'implantation des unités extérieures et les traitements acoustiques appropriés. On a le bouclage du réseau ECS sur cette opération et un investissement, comme on l'a vu, un peu plus conséquent ramené au logement. Et maintenant, je vais laisser Eric conclure sur l'ensemble de la présentation. Merci. Donc la synthèse de la synthèse. Vous avez compris, sur l'hybride, ce qu'il faut retenir, c'est que, on l'a vu à l'instant, c'est plus cher que des solutions individuelles, en chaudière individuelle ou chaufferie classique, mais qui vont disparaître à partir de 2025, puisqu'elles seront plus conformes sur l'IC Énergie. Donc il faudra minima hybrider. C'est moins cher, par contre, que des solutions 100% pack. Moins de bruit, moins de place, moins de poids que les solutions 100% pack.
Une sécurité de fonctionnement, ça c'est très important. Les bailleurs sociaux sont hyper sensibles à ça. En cas de panne de la PAC, on est 100% couvert par la chaudière. Un DPE A, les promoteurs étaient très très sensibles à ça, notamment quand on parlait de Pinel en effet. Et B en réno, comme la PAC d'ailleurs, c'est les mêmes performances. Régulation sur le prix des énergies possibles. Il faut aussi penser, il y a la fin du monde, mais il y a la fin du mois, hein, comme on dit, au pouvoir d'achat des gens qui se logent, et la possibilité effectivement de réguler sur le prix des énergies. Et puis, on conserve un vecteur énergétique, le gaz, qui est en train de se décarboner de plus en plus. Hein, si vous suivez la conférence qui va suivre, je vais en parler après, 20% de gaz vert en 2030 et 100% en 2050. Donc tout programme aujourd'hui qui bénéficie d'un tuyau de gaz se verra naturellement décarboné d'année en année, parce qu'on est en train de faire le taf de la décarbonation. C'est plutôt discret, parce que les pouvoirs publics ne nous aident pas forcément toujours à en parler, mais en tout cas, vous verrez que ça diminuera petit à petit au niveau du poids carbone, et qu'en 2050, on aura 100%, parce que l'ADEME l'a validé, de gaz vert dans nos réseaux. Voilà, merci Bruno. Tu voulais juste dire quelque chose avant de conclure? Oui, je voulais terminer, ça va être très rapide, simplement pour vous dire qu'à 16h20, j'ai Hervé Sébastien, mon collègue, qui va intervenir sur la solution hybride, avec encore de nouvelles solutions qu'on a développées depuis peu, avec l'utilisation d'une seule PAC pour faire à la fois le CS et le chauffage. Donc Hervé, il intervient à 16h20, c'est ça, ici, dans cette salle. Voilà. Merci à vous. On a quelques secondes pour les questions. On a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je ne sais pas s'il y en a. J'ai deux questions par rapport à votre présentation. Merci pour la présentation. Vous avez parlé beaucoup de logements collectifs et un peu de réno, beaucoup de neuf. Mais est-ce que ces solutions, elles sont viables et intéressantes aussi sur du tertiaire? Parce que vous avez parlé un peu du décret tertiaire, mais par rapport à l'eau chaude sanitaire, oui. Dans du tertiaire, c'est quand même moins intéressant. Voilà, première question. Et la deuxième, c'est aussi, vous avez parlé d'une couverture du besoin quand on met moins de puissance avec de l'hybride à 85-90%, mais comment on fait pour les 10% restants et pour des occupants qui, du fait des usagers qui vont dire tiens, là il fait froid, ça chauffe pas assez. Ah oui, je complète, je parle dans du tertiaire. Je me suis mal expliqué, sur les 80% sont couverts par la PAC, sachant que le reste est fait par la chaudière. Okay, et puis pour le décret tertiaire, ouais, très bonne idée. Très bonne idée. En fait, effectivement, les maîtres d'ouvrage pourraient avoir l'intention ou l'envie rapide d'enlever un générateur gaz pour passer sur un autre système, pour aller sur les 40% nécessaires en 2030 d'économie, puisque c'est ce qui est demandé dans le cadre du décret tertiaire. L'hybridation permet de conserver son générateur gaz qui pourrait très bien être récent, d'y plugger une petite PAC qui ferait 30% de puissance, 80% de besoin, et de faire fonctionner via un contact sec après la chaudière sur une loi d'eau, pour pouvoir effectivement assurer la performance. Donc oui, l'hybridation dans l'existant, c'est une très très bonne idée. Et ça réduit drastiquement les investissements également. Et dans l'individuel, il y a des modèles complètement packagés par les fabricants, qui sont les fabricants qu'on a vus tout à l'heure, qui proposent effectivement des packs hybrides individuels. C'est une chaudière et une petite PAC. Ce sont des petites packs qui font aux alentours de 3-4 kW. Donc en absorbé, ça fait 1 kW. On ne vient pas changer son tarif. On peut rester en 6 kVA. Donc c'est effectivement très intéressant. Ce n'était pas le sujet, donc c'est pour ça que j'en ai pas. Non, mais c'était une bonne question. C'est une bonne question et c'est surtout intéressant parce que Hervé, mon collègue, à 16h20, intervient justement sur ce point. Voilà. Merci à vous. Du coup, je vais enchaîner directement.